On en débat, on en discute, où c'est l'occasion de faire toute une pédagogie sur le passé, ça me paraît déjà, pour l'ensemble de la population, quelque chose de très utile, y compris pour nous. Voilà Donald Trump, qui arrive donc sous l'Arc de Triomphe, portant son parapluie, avec son épouse à sa droite. Donald Trump, on l'avait dit, très impressionné il y a 1 an et demi par le 14 juillet, qui s'était même promis, peut-être avec un peu de légèreté, d'organiser un défilé militaire également aux États-Unis le jour de la fête nationale américaine, le 4 juillet, ce qui n'a pas eu lieu, ce qui n'aura sans doute d'ailleurs pas lieu. Depuis un siècle, c'est cette tombe du soldat inconnu autour de laquelle se déroulent ces cérémonies qui évoluent de manière très nette au cours du siècle. C'est là que se trouve la continuité aussi. Mais il y a la rupture essentielle peut-être qu'il y a un siècle, jour pour jour, le président américain s'appelait Woodrow Wilson, l'inventeur, le co-inventeur, pourrait-on dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon diplomatique le multilatéralisme, c'est-à-dire Le premier initiateur, c'est ce président américain Woodrow Wilson, mais que les États-Unis n'ont pas adhéré à cela immédiatement. Les États-Unis n'ont jamais Ils n'ont adhéré. pas ratifié le traité À la de Versailles. SDN. Et ils n'ont pas joint ou plutôt ils ont quitté immédiatement la SDN, ce qui ne les a pas empêchés, nous disait-on encore une fois dans l'équipe de Donald Trump l'autre jour, de prendre leurs responsabilités dans l'histoire par la suite. Regardez cette photo, je n'ose dire photo de famille, regardez ce plan, cette image. Je ne sais pas où est Le monde entier, le monde pratiquement entier est là, rassemblé, presque silencieux, dans l'attente des derniers invités. Quel est votre pari, Anne-Claire? Alors, Vladimir Poutine. Il ne reste que 2. Donc, je n'ai pas vu Benyamin Netanyahou, donc c'est ou Benyamin Netanyahou ou Vladimir Poutine. Je pense que c'est Vladimir Poutine. Voilà, Vladimir Poutine accueilli par le Premier ministre, Édouard Philippe. Vous avez raison de souligner le contraste entre Wilson et Trump, parce qu'il faut imaginer ce qu'était Wilson à la fin de la guerre. C'est un immense espoir. C'est l'espoir d'une nouvelle diplomatie qui soit moins secrète, plus transparente, plus ouverte, plus respectueux des peuples, comme il l'avait annoncé. Poutine, Donald Trump a un lien familial direct avec la guerre. Vladimir Poutine évoque souvent son grand-père qui a combattu et qui a sauvé la vie d'un soldat ennemi par souci d'humanité, et un grand-père dont il a chéri la mémoire. Regardez cette poignée de main. Et ce pouce levé, et ce petit geste. Une poignée de main assez brève à Donald Trump. Entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il faut dire que quelle image, il faudra sans doute attendre très longtemps pour voir cette image. Si l'on exclut les G7, les G20 et ces réunions des très grandes puissances, là il y a, on le disait tout à l'heure, au moins un tiers des pays du monde actuellement existants qui sont présents sous l'Arc de Triomphe. Pour la Russie, c'est un enjeu particulier parce qu'il y a un retour de la Grande Guerre dans la mémoire russe, puisque à la période communiste, la Grande Guerre finalement était reléguée au second plan. Ce qui comptait, c'était la révolution de 1917. Et avec Vladimir Poutine, elle est réutilisée beaucoup plus. Avec un peu de retard, Claire, d'ailleurs. Un salut au Premier ministre Édouard Philippe, à la ministre de la Défense, Florence Parly. Cette partie-là est très classique pour le coup. Ça fait partie des cérémonies républicaines avec honneur au drapeau. On ne déroge pas à la règle, bien qu'on ait tous ces invités étrangers. Il y a un protocole très classique là, qui va être respecté. Avec une Marseillaise.
Voilà donc pour cette Marseillaise, je vais dire pour cette première Marseillaise, car il y en aura sans doute une autre. Adjudant Émilien Louvain, mort pour la France. Voilà pour cette seconde Marseillaise, en hommage évidemment à ces 3 militaires français morts en opération depuis le début de cette année 2018. Mais je le sais. Les démons anciens ressurgissent, prêts à accomplir leur œuvre de chaos et de mort. Des idéologies nouvelles manipulent des religions, prônent un obscurantisme contagieux. L'histoire menace, parfois, de reprendre son cours tragique et de compromettre notre héritage de paix que nous croyions avoir définitivement scellé du sang de nos ancêtres. Que ce jour anniversaire soit donc celui où se renouvelle l'éternelle fidélité à nos morts. Faisons, une fois de plus, ce serment des nations de placer la paix plus haut que tout, car nous en connaissons le prix, nous en savons le poids, nous en savons les exigences. Nous tous, ici, dirigeants politiques, nous devons en ce 11 novembre 2018 réaffirmer devant nos peuples ce que les générations d'avant ont rêvé. Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs. Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique, la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités et l'ignorance. Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner. Poursuivons-le, car la victoire est possible. Ensemble, nous pouvons rompre avec la nouvelle trahison des clercs qui est à l'œuvre, celle qui alimente les contre-vérités, accepte les injustices qui minent nos peuples, nourrit les extrêmes et l'obscurantisme contemporain.
ensemble, nous pouvons faire surgir l'extraordinaire floraison des sciences, des arts, des échanges, de l'éducation, de la médecine, que partout dans le monde je vois poindre. Car notre monde est, si nous le voulons, à l'aube d'une époque nouvelle, d'une civilisation portant au plus haut les ambitions et les facultés de l'homme. Ruiner cet espoir par fascination pour le repli, la violence et la domination serait une erreur dont les générations futures nous feraient à juste titre porter la responsabilité historique. Ici, aujourd'hui, affrontons dignement le jugement de l'avenir. La France sait ce qu'elle doit à ses combattants et à tous les combattants venus du monde entier. Elle s'incline devant leur grandeur. La France salue avec respect et gravité les morts des autres nations que jadis elle a combattues. Elle se tient à côté d'elle. Nos pieds ne se détachent qu'en vain du sol qui contient les morts, écrivait Guillaume Apollinaire. Que sur les tombes où ils reposent fleurisse la certitude visible sur la face du monde. Je vous remercie pour ce rassemblement de la fraternité retrouvée du 11 novembre 1918. Puisse ce rassemblement ne pas être seulement celui d'un jour. Cette fraternité, mes amis, nous invite en effet à mener ensemble le seul combat qui vaille, le combat de la paix, le combat d'un monde meilleur. Vive la paix entre les peuples et entre les États. Vive les nations libres du monde. Vive l'amitié entre les peuples. Vive la France. Ça durait un peu moins de 20 minutes. Il y a quelque chose qui n'était pas que de pure forme. Il y a des références littéraires, historiques, vous nous le confirmez, Nicolas Frenschkat. Il y a eu beaucoup de références au passé, au pape Benoît XV, à Apollinaire, à Julien Bindal, la trahison des clercs, l'Europe qui implose à deux reprises, en 14-18, en 39-45. Oui, on retrouve un schéma qui est assez présent quand on réfléchit sur la Grande Guerre. Il y a toujours la description de ces drames, la paix et l'Europe. Et la reconstruction de l'Europe. Le Boléro de Ravel, composé en 1928.
associations. Pourquoi? Parce qu'au même moment, on commençait à baptiser des dizaines de rues et d'avenues des noms des maréchaux, Joffre, Foch, Pétain à l'époque. Et la masse des poilus a dit, il nous faut l'un des nôtres, un soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe représentant l'ensemble de la nation combattante. Et pour revenir sur le commandement qui a fait l'objet de... Comme aussi le vainqueur de la seconde bataille de la Marne, voilà. le généralissime des alliés. Et je voulais juste aussi rajouter le fait que ce sont les anciens combattants qui ont refusé que le soldat inconnu soit inhumé au Panthéon comme le souhaitait la présidence. Alors, regardez ces images des plus grands de ce monde qui sont en train de quitter la place de l'Étoile. On a aperçu Donald Trump. Ulysse Gosset, on a été surpris tout à l'heure à 11 h de ne pas voir le président américain dans la fameuse marche qui a précédé la cérémonie. Vous avez quelques précisions? Oui, c'est effectivement l'image incomplète de cette commémoration, puisque Donald Trump est resté dans sa limousine jusqu'au dernier moment. En fait, pour des raisons de sécurité, entre guillemets, nous disent les Américains, les gardes du corps du président ont estimé que la situation n'était pas suffisamment sûre pour qu'il quitte son véhicule blindé et qu'il rejoigne la marche des autres chefs d'État. Quant à Vladimir Poutine, qui est également absent de cette marche historique, oui, qui est arrivé avec 18 minutes de retard. Il est arrivé en retard et il arrivait en avion de Moscou. Il y a peut-être eu un contretemps dû à la météo. En tout cas, les deux hommes forts, je dirais, l'un de l'Amérique, l'autre de la Russie, n'étaient pas sur la photo. Et c'est une façon d'ailleurs d'illustrer que ce message de Donald Trump qui veut s'inscrire sur les pas de Clémenceau en disant la France restera toujours le soldat. Emmanuel Macron, la France restera toujours le soldat de l'idéal de la paix. Il veut s'inscrire sur ses pas, mais on voit bien qu'il y a des absents qui ne partagent pas son point de vue. Emmanuel Macron qui vient de saluer Yo-Yo Ma, qui a interprété 2 morceaux au violoncelle, ainsi que Renaud Capuçon qui, lui, au violon, a accompagné le virtuose américain. Et Ravel a été très mis en avant, comme le faisait remarquer Routel Krief, me disait tout à l'heure que Ravel a été combattant de la Première Guerre. En tout cas, il a été ambulancier, il a été volontaire, il s'est engagé volontaire. Il a été au front de 1916, enfin à l'arrière du front de 1916 à 1917. Et les jeunes lycéens donc, de ces établissements de Seine-Saint-Denis qui ont participé donc, à cette cérémonie, je le disais, avec beaucoup de cœur et beaucoup